Hey! Aujourd'hui, on va parler de l'un des plus grands réalisateurs américains actuels, j'ai nommé le grand Jim Jarmusch. Donc après avoir présenté brièvement la jeunesse et les débuts dans le cinéma de l'auteur, on va essayer de s'attarder sur les thèmes et les aspects de son travail qui le définissent. Il travaille sur plein de thématiques qui vont du temps au rock, il passe par la poésie, il bosse vachement sur la poésie. Il y a tout un travail sur la relation entre ces personnages dans ces films, etc. Alors, pour commencer, qui est Jim Jarmusch? Jim Jarmusch, c'est un réalisateur américain qui est né en 1953 à Akron, dans l'Ohio, une ville qui est aujourd'hui post-industrielle. C'est très important dans certains de ses films. Il est issu de la petite bourgeoisie et déjà un petit peu plongé dans le cinéma dès son enfance puisque sa mère est critique de films. Durant sa jeunesse, Jim Jarmusch adorait deux choses, le rock et la poésie. D'ailleurs, il le dit dans une de ses interviews. Donc la poésie et le rock, très important dans sa jeunesse, et on le retrouvera d'ailleurs dans son cinéma, puisque en rock, il a travaillé avec Neil Young sur des BO avec Tom Waits. Fuck you. Il est aussi très ami avec Iggy Pop, jusqu'à consacrer un film sur les Stooges, Gimme Danger, qui est sorti au début de l'année. Avec Jack White également. Il a travaillé vraiment avec tous ces artistes rock. Bref, Jim Jarmusch et le rock, c'est indissociable. Et la poésie aussi, puisqu'il cite dans ses films notamment Rimbaud. Au début de The Limit à French World, il y a les premiers vers du bateau ivre. Il fait également référence à William Blake dans Dead Man, puisque le personnage interprété par Johnny Depp s'appelle William Blake, et il sera considéré un peu comme la descendance du poète par un Indien qui va justement l'aider pour ça. Et enfin, son amour pour la poésie qui est sublimé dans Paterson, sorti en début d'année, qui est l'histoire d'un chauffeur de bus qui écrit des poèmes et qui a une véritable passion aussi pour William Carlos Williams, le poète, qui vient également de la ville de Paterson. Alors revenons à sa jeunesse. Jim Jarmusch a quitté l'Ohio donc dans ses années rock and poetry pour aller à New York. Et après 2 ans d'études à la New York University, où il étudiait la littérature anglaise, il obtient une bourse pour aller étudier la littérature française à Paris. En plus de découvrir des grands auteurs donc comme Rimbaud, qui vont rester dans son esprit pendant très longtemps. Il y découvre la cinémathèque et toutes ces rétrospectives sur des grands réalisateurs du monde entier, et c'est là qu'il découvre ses maîtres un petit peu, Jean Vigo, Robert Bresson, les cinéastes japonais, donc Mizoguchi, Ozu, Jacques Rivette aussi, qui sera l'un de ses réalisateurs préférés et à qui il va faire de multiples références. Si bien qu'à son retour aux States, vers 1975, Jim Jarmusch va continuer à écrire de la poésie, mais sa poésie deviendra de plus en plus cinématographique. C'est-à-dire que, par exemple, il va commencer un poème en mettant extérieur nuit, où il va rajouter des cuts dans ses poèmes, ce qui ressemble de plus en plus à une écriture de scénario. C'est également la période où il traîne au BCBG, donc le bar branché très rock des années 70 à New York, où il découvrira des groupes comme les Ramones, Patti Smith, Blondie, Talking Heads, Television, et beaucoup d'autres groupes rock des années 70 qui l'influenceront. Mais vraiment, ces poèmes et cette écriture cinématographique le tracassent, hein. Ça lui trotte dans un coin de la tête, si bien qu'il va s'inscrire à l'école de cinéma de New York. Et vers sa 3e année à l'école de cinéma de New York, pour continuer ses études, il reçoit une bourse de Louis B. Mayer, donc qui est un producteur américain. Mais Jim Jarmusch décline cette proposition de bourse, donc de financement pour la fin de ses études, parce que Louis B. Mayer a, je cite, « détruit von Stroheim, je ne veux pas de cette bourse ». Bon, pour l'anecdote, Louis B. Mayer était un adorateur de femmes, et il les sacralisait, si bien que quand von Stroheim
pour l'embêter, a dit que les femmes étaient toutes des salopes, il s'est levé de son bureau et lui a cassé la gueule. C'est légitime. Donc Jim Jarmusch refuse cette bourse et on lui conseille d'aller voir dans la salle d'à côté. Et là, qui est-ce qu'il rencontre? Son héros, Nicholas Ray. Donc Nick Ray, qui est le réalisateur de La Fureur de vivre, qui le rencontre comme ça avec ses bottes de cuir et son bandeau sur l'œil, et qui lui fait Gamin, qu'est-ce que tu sais sur la dialectique? Thèse, antithèse, synthèse. C'est bon, je te crois. Et c'est comme ça que Jim Jarmusch deviendra l'assistant de Nicholas Ray. Il va travailler en tant qu'assistant pour lui pendant quelques temps, va accepter la bourse de von Stroheim, et au lieu d'utiliser cette bourse pour continuer ses études, il va tourner son premier film en s'inspirant des conseils de son mentor Nicholas Ray. Nick Ray qui lui a dit Ne va jamais à Hollywood, tu es bien trop sensible, tu ne tiendrais pas. Et enfin, quand tu diriges deux acteurs dans une même scène, ne leur donne pas les mêmes indications. Dirige-les les uns contre les autres. Jim Jarmusch va suivre ses conseils. Et 2 jours après la mort de Nicholas Ray, le 16 juin 1979, il va commencer à tourner son premier film avec la bourse de Louis B. Mayer. Son premier film qui s'appelle Permanent Vacation. Permanent Vacation, c'est censé être son film de fin d'études, sauf qu'il dure trop longtemps pour être un film de fin d'études, si bien que les directeurs de l'école vont dire à Jarmusch cette bourse n'était pas faite pour faire le film, elle était faite pour que tu continues tes études, ton film est trop long, c'est, je cite, un déchet irregardable. Bam! Bon, hélas, le film ne sera pas sorti au cinéma, mais il sera projeté dans différentes salles indépendantes, étant donné que Jim Jarmusch fait partie de tout le milieu underground de la fin des années 70. Et grâce à Grey City, donc la boîte de production de Wim Wenders, il va tourner en un week-end le court-métrage The New World, qui sera primé dans de très nombreux festivals, dont en 1982 un prix au Festival de Rotterdam. Et c'est donc après Permanent Vacation et ce court-métrage primé que Jim Jarmusch va se lancer dans son cinéma avec Stranger Than Paradise qui vient juste après. View. Waouh, caméra d'or, c'est génial. J'adore ce réalisateur. Et ça y est, il est vraiment lancé en tant que réalisateur confirmé. Voilà pour sa jeunesse, parlons maintenant un petit peu plus de son style. Donc Jim Jarmusch dans ses films, il aborde différentes thématiques et il travaille sur différentes choses. Une des thématiques très importantes dans le cinéma de Jim Jarmusch, en bon descendant des japonais comme Ozu ou Mizoguchi, c'est la dimension du temps. Pour Jim Jarmusch, le cinéma, c'est le présent sur pellicule. Cependant, il n'a pas besoin de presser le présent vers le futur comme le font certains films d'action. Non, Jim Jarmusch, il prend vraiment le temps de construire une ambiance, juste de faire le film, de raconter l'histoire au spectateur. Il ralentit le présent pour qu'on en profite le plus possible. Plus il ralentit, plus on apprécie. Dans Broken Flowers, par exemple, à la fin, Bill Murray a passé tout le film à chercher son fils perdu et il ne réussit toujours pas à le trouver à cet instant du film et il est perdu et désorienté. Et au lieu de juste montrer la tête de Bill Murray comme ça et ensuite de faire cut générique, Jim Jarmusch il cherche à montrer vraiment cet état de perte, de désorientation. Bill Murray il est complètement paumé, il est complètement perché, il comprend plus rien à ce qui se passe et Jim Jarmusch utilise un double panoramique. Il fait le tour de Bill Murray en prenant vraiment le temps de le montrer sous tous les angles. Et voir un Bill Murray comme ça, troublé pendant longtemps, on comprend plus son étonnement. Il vient de passer tout le film à essayer de reconstituer les vestiges du passé et là, paf, il retombe dans le présent, ça y est, il est en situation d'échec presque et il est désorienté, il retombe dans le tourbillon du présent. C'est ce que ça signifie un petit peu ce double panoramique, du présent pur et dur. Pareil dans The Limits of Control. Pendant tout le film, le personnage qui est interprété par Isaac de Bancolé, il fait que rencontrer John Hurt,
échanger des boîtes d'allumettes, rencontrer Tilda Swinton, récupérer une guitare, parler de science, échanger des boîtes d'allumettes, donner la guitare à Gaël Garcia Bernal, échanger des boîtes d'allumettes, et toute cette lenteur, en fait, on suit vraiment le présent du personnage qui est là à attendre et à faire des actions qui semblent anodines, et tout ça, ça mène vers un truc. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive, on sait pas ce que c'est, on sait pas quand ça arrivera, mais ça arrive. Et donc c'est grâce à cette lenteur qu'il y a une véritable tension qui se crée. Le temps donc. Une des choses sur lesquelles Jim Jarmusch travaillait aussi beaucoup, c'est les relations entre les personnages. Dans ses films, il va y avoir quasiment pas de personnages seuls. Dans Broken Flowers, il y a Bill Murray, certes, qui est un petit peu seul, mais qui va faire des rencontres, qui va rencontrer toutes ses ex, donc il va toujours être avec soit Sharon Stone, soit Tilda Swinton, soit Jessica Lange, mais jamais complètement seul. Pareil dans The Limits of Control, Isaac de Bancolé, il va être un personnage solitaire, mais il va sans cesse rencontrer John Hurt, rencontrer Tilda Swinton, rencontrer Gaël Garcia Bernal. Il va toujours y avoir des relations qui vont se créer, même avec des personnages solitaires. Et à part ces deux films-là, tous les autres films reposent sur des duos ou des trios. Stranger Than Paradise, c'est l'histoire d'une Hongroise qui va voir son cousin aux États-Unis, et avec un pote de son cousin, ils vont se faire un road trip en Floride. Down by Law, c'est Tom Waits, John Laurie et Roberto Benigni qui vont s'échapper de prison et former un trio entre sensibilité, violence et burlesque. Mystery Train, c'est tour à tour, un couple de Japonais, deux femmes qui vont dormir dans un hôtel pour payer moins cher, deux gardiens d'hôtel qui discutent, un patron et son groom, et un trio de bad boys qui roulent toute la nuit pour ne pas se faire attraper par la police, le tout à Memphis sous le fantôme de Elvis Presley. Et il y a des histoires entremêlées, en plus des relations entre les personnages sommaires, on va dire. Deadman, c'est Johnny Depp, alias William Blake, et Gary Farmer, alias personne, Nobody, qui vont fuir les chasseurs de primes et croiser des personnages comme Iggy Pop, tout ça. Mais c'est vraiment le duo qui est mis en avant et le nœud central de l'histoire. Only Lovers Left Alive, avec le couple vampirique et donc éternel Tilda Swinton et Tom Hiddleston, qui se retrouvent et décident de passer un instant d'éternité de plus ensemble. Relation entre les personnages, encore, la relation amoureuse. Patterson, où le chauffeur de bus semble être seul, mais non, parce qu'il est entre la solitude et une relation avec ses poèmes, et entre la solitude et une relation avec Golshifteh Farahani. Et les relations entre duo de personnages ou trio de personnages, c'est sublimé par Coffee and Cigarettes, un film qui est constitué d'une succession d'une petite dizaine de sketchs, et les personnages créent des relations, mais au-delà de personnages qui créent des relations, c'est vraiment des hommes et des femmes qui créent des relations, puisque Tom Waits joue le rôle de Tom, un rocker, et Iggy Pop joue le rôle de Jim Osterberg, un rocker. Jack White et Meg White jouent le rôle d'un couple de musiciens qui se baladent juste dans un café. Bill Murray joue vraiment le rôle de Bill, qui prépare un rôle de serveur de café. Ils jouent à être eux-mêmes et à créer des relations entre eux. Steve. Steven. Steve. Yeah. Love coffee. What do you do? You know, just relax, sit around, maybe have a cigarette. Yes? Cigarettes and coffee, I think, go great. Well, anyway, who's the evil twin? That's the way it works, right? This coffee tastes like mud. Really? Which one of us do you think looks like the evil one? I'd say he's the evil one, right? He's got the evil eye. Hey, cigarettes and coffee, man. That's a combination.
Can't beat it. You know, we're really like the coffee and cigarettes generation when you think about it. Till I found out it was your cousin. There's some, photographer paparazzi guys hanging out front. I guess they, kind of follow you around, right? Oh, you know, whatever so-called celebrities are around, I suppose. God, that must be a real fucking drag sometimes, right? I mean, not like me. I'm free. Do you remember when we were kids you had a little Barbie makeup mirror? Yeah, I remember that. It had a little fluorescent light on it? Mm-hmm. Well, Nikola Tesla invented fluorescent light. Without him, we wouldn't have alternating current, radio, television, X-ray technology, induction motors, particle beams, lasers. None of that would even exist if it weren't for him. We're the rock band Tesla. You're both troublemakers. So, troublemakers? The Wu-Tang Clan. Right, Wu-Tang Clan. You're Jizza, the genius. That's right. And you're RZA, AKA Bobby Digital. Yeah, you know it's hip-hop, yo. You know it's hip-hop. And you're Bill Murray. Bill Groundhog Day Ghost Bustin' Ass Murray. Bref, je digresse. Les relations entre les personnages, donc thème très important chez Jim Jarmusch. On a dit en début d'émission que Jim Jarmusch était fasciné par deux choses, le rock et la poésie. La poésie, on la retrouve vraiment dans ses films, sous diverses formes, soit de la poésie qui est explicitement montrée, donc les poèmes de William Carlos Williams, de Rimbaud, de William Blake, soit un genre d'ambiance poétique, de microcosme poétique dans lequel on vit. C'est Patterson qui conduit son bus dans une ville calme et qui va croiser juste une jeune fille qui écrit des poèmes, ou c'est Patterson qui va s'asseoir à côté d'une cascade et qui va parler avec un japonais et ils vont discuter de poésie. Mais c'est aussi Isaac de Bancolé à Madrid qui va être debout en haut d'un immeuble, qui va regarder le paysage, et ensuite, en dézoomant, on se rend compte que le paysage c'est un tableau, et c'est Isaac de Bancolé qui en fait est devant le tableau à la Reine Sofia, et c'est ça qui sert de transition, une transition entre la réalité et l'art, la relation entre personnages poétiques et la poésie qui semble imprégner la vie du personnage. Donc tous les films de Jim Jarmusch ont une ambiance très poétique et aussi par conséquent une ambiance très rock. Comme je le disais en début de vidéo, il y a de nombreux rockers qui participent dans les films de Jim Jarmusch. Il y a le film Gimme Danger qui est consacré uniquement au groupe les Stooges. Il y a un personnage dans Down by Law qui est joué par Tom Waits qui est un DJ avec une voix très calme, très posée, qui diffuse des vinyles la nuit dans des stations de radio peu indépendantes. Il y a ces deux japonais dans Mystery Train qui font le tour des États-Unis un peu sur la piste des grands rockers et qui s'arrêtent à Memphis, ville d'Elvis Presley. Il y a Deadman avec sa bande son composée par Neil Young qui crée vraiment un film avec un esprit rock, un personnage poète et un style western. Et il y a Only Lovers Left Alive où un vampire collectionne les guitares et joue du rock psychédélique. Et c'est parfait. Rock psychédélique, parlons-en, puisque Jim Jarmusch fait aussi partie du groupe Squirrel, qui est un groupe de rock un petit peu psychédélique qui se définit dans Coffee and Cigarettes. What does it sound like? Well, it's really, it's kind of hard. It's industrial, kind of throbbing. Okay. I don't think you get it. Well, what are they called? They're called Squirrel. Squirrel. No, Squirrel. You know, like they say it here. S-Q-U-R-L with an umlaut over the U. Squirrel. Oh, Squirrel. Oh, I get it. Et Jim Jarmusch, avec ce groupe Squirrel, il fait de nombreux ciné-concerts et il joue comme ça à droite à gauche pour composer parce qu'il adore la musique.
Pour rester un petit peu en parallèle avec le thème du rock, parlons aussi du thème du voyage qui est récurrent dans les films de Jim Jarmusch. Déjà, Stranger Than Paradise, son deuxième long métrage, parle d'un trio qui essaie vraiment de fuir leur vie quotidienne, qui est ennuyeuse, qui est insatisfaisante pour eux, et donc ils vont aller en Floride. Ce qu'il faut savoir avec Jim Jarmusch, c'est qu'il adore voyager déjà, il adore beaucoup de pays du monde. C'est ce qu'on retrouve dans Night on Earth, qui est un film de 91, qui est divisé en 5 parties. Une qui se passe à Los Angeles avec Gina Roland et une Winona Ryder très grunge, dans l'esprit rock, gardons ça en tête. Une qui se passe à New York, mais les 2 épisodes américains sont pas forcément si bons que ça. Là où ça devient intéressant, c'est quand il va à Paris, une partie aussi encore avec Roberto Benigni qui se passe à Rome, et la dernière, la 5e partie, qui se passe à Helsinki. Donc vraiment ce thème du voyage qui est exploré dans ce film avec ce panel de 5 grandes villes qui sont montrées par l'intermédiaire d'une voiture, d'un taxi, d'un plan sur la ville la nuit. La ville la nuit, Jim Jarmusch, c'est comme ça qu'il les explore, les villes, c'est-à-dire que il a envie de tourner quelque part, Only Lovers Left Alive, il a envie de tourner à Tanger, il va aller à Tanger et il va se promener pendant une semaine, toutes les nuits, dans les ruelles, dans les rues. Il va essayer d'aller chercher les concerts et les groupes un petit peu underground qui jouent comme ça la nuit, avec le morceau de Yasmine Hamdan que Tilda Swinton regarde comme ça du coin d'un mur avec Tom Hiddleston. Donc le voyage et le rock qui sont associés dans ce voyage à Tanger, puisque Tilda Swinton dans le film habite à Tanger, mais en conservant quand même le côté américain et on en parlait au début, l'Amérique post-industrielle qui est chère à Jarmusch, puisque Tom Hiddleston dans le film habite à Détroit. Et sur le thème du voyage, on en retrouve vraiment dans tous les films. The Limits of Control, Isaac de Bancolé part de Paris pour aller à Madrid. Down by Law, le trio qui s'échappe de prison va voyager et va essayer d'aller dans différents états des États-Unis pour fuir la police. Mystery Train, comme on l'a dit, le couple de Japonais qui voyage à travers tous les États-Unis pour suivre la trace des rockers. Le voyage est vraiment un thème récurrent chez Jim Jarmusch, et qu'est-ce qui filme bien les paysages, tant les paysages américains la nuit que les paysages étrangers quoi. Enfin les maisons de Tanger sous les lampadaires oranges la nuit, le devant de la maison de Tom Waits où tous ces vinyles sont balancés par sa petite amie la nuit, les murs de Memphis avec une route comme ça qui passe sous un pont avec un train qui passe par-dessus, la nuit encore. Un thème récurrent chez Jarmusch, la nuit. Bon, en même temps, quand on lui demande à Jim Jarmusch s'il aimerait bien être un vampire immortel, il répond « Oh ouais, je vis la moitié de la nuit de toute façon, alors pourquoi pas. Quant à boire du sang, ça ne me gênerait pas tant que je pourrais m'en procurer sans nuire à autrui. Ça m'irait bien, j'aurais beaucoup de temps libre. J'aime bien cette idée. » Chauve-souris, lui. C'est fini pour cette petite présentation du cinéma de Jim Jarmusch. Bien sûr, on aurait pu parler d'autres choses, comme des références très nombreuses qu'il fait à l'histoire du cinéma, comme son rapport à l'objet en tant que collectionneur et en tant que musicien et poète, comme son rapport à ses acteurs, le fait d'utiliser des acteurs récurrents comme Tilda Swinton, Bill Murray ou Iggy Pop ou Tom Waits, d'utiliser des personnes qui ne sont pas forcément acteurs à l'origine, mais qui ont un talent spécifique, comme des musiciens, je pense aux White Stripes, et qui vont essayer d'exprimer ce talent par l'intermédiaire du jeu. Je pense à la direction d'acteur, où Jim Jarmusch essaye vraiment de suivre les conseils de Nick Ray. Si je devais vous conseiller un seul film de Jim Jarmusch, je vous conseillerais Only Lovers Left Alive, car selon moi c'est celui où il réussit vraiment à entremêler toutes ces thématiques, le voyage, la nuit, la musique, le rock, la poésie, Tilda Swinton, l'éternité, les relations entre les personnages, le tout sur une bande son absolument sublime de score et avec des images, notamment 2 plans en plongée, un sur Tilda Swinton et un sur Tom Hiddleston au début du film qui sont sublimes.
Pour en apprendre plus sur Jim Jarmusch, j'ai lu le numéro 126 des Cahiers du cinéma d'octobre 2016 et j'ai utilisé le livre de Philippe Azouri, Jim Jarmusch, Une autre allure. Je voudrais remercier Pierre Johan de m'avoir poussé à découvrir encore plus ce réalisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.